J'avais envie de poser 2-3 questions à Christophe pour qu'il nous éclaire de son côté de praticien et aussi voilà, moi je suis pas français, je vois moins clairement ce qui se passe en France. Et j'avais une curiosité. Qu'est-ce que tu observes dans ce domaine-ci? Qu'est-ce qui est en train de bouger? Moi, parfois, j'ai l'impression que je suis un peu dans une bulle opale maintenant, puisque tout le monde qui m'écrit, donc j'ai l'impression que toute la planète est en train de se transformer. Et je me rends bien compte que c'est une bulle. Et donc j'avais un peu envie de voir comment toi tu percevais les choses, puisque toi, tu as plus d'historique que moi dans le domaine. Écoute, moi ce qui me vient depuis 17 ans, 18 ans, que je traîne avec Jacques nos guêtres pour mettre un peu du vivant dans les personnes, les équipes, les organisations, c'est que depuis 5 à 6 ans, il y a une réaccélération. Je vois bien, il y a 20 ans, on m'avait offert le livre de Ricardo Semler à contre-courant, que tu connais, qui m'avait complètement bouleversé. C'est vraiment cette entreprise. Après, il y avait Bertrand Martin avec Oser la confiance, il y avait Ninette Nayar. Voilà. Je voyais bien, moi je faisais lire ça à mes clients, et ça faisait bouger des choses, mais pas beaucoup en fait. Voilà. Et puis depuis 3-4 ans, mais on parlait du film Demain, je ne sais pas si vous l'avez vu là. Certains, je vois oui, hein, où au fond sont présentées les nouvelles solutions qui émergent. De la même façon, au fond, que ce film présente des nouvelles réalités, il y a quelque chose qui est en train d'arriver profondément dans les entreprises en France. Alors évidemment, il y a quelque chose qui a aidé, c'est le livre de Cartney et de Isaac Getz, et puis tous les témoignages, les forums autour de la libération d'entreprise, qui peu à peu, avec le film, Le bonheur au travail, et tout ce qu'on peut lire autour de ça, évidemment, amène peu à peu à lever, je vois vraiment les entreprises et les hommes, une espérance qu'il y a quelque chose de possible en fait. Que la plénitude dont tu parles, la capacité d'être soi-même, à pouvoir vraiment apporter son humanité au travail, est possible. Qu'il y a possiblement peut-être des équipes autogouvernées, d'autres types de fonctionnement possibles. Et pareil pour la raison d'être. Il y a quelque chose, au fond, qui est en train de se passer, en tout cas, d'après nous, on accompagne plus d'une quinzaine de boîtes, de très très grands groupes à des plus petites. Et je vois partout, puisque chaque semaine on est à peu près sollicité, il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir dans les cœurs. Oui, il y a quelque chose de possiblement nouveau. Alors évidemment, je vois beaucoup, et nous voyons beaucoup de dirigeants qui nous en parlent encore avec leur tête, en fait. Alors certains ont lu Getz, là d'autres ont lu ton bouquin, et ils sont touchés, mais beaucoup encore avec leur tête. Donc voilà, donc c'est indéniable que depuis 3 ans, tout ce processus-là est en train de faire lever un levain, tu vois, dans les cœurs des hommes et des femmes, d'entreprises, des organisations. Oui, il y a quelque chose de possible. Voilà. La deuxième sensation, en fait, qui me vient, c'est un peu de colère et de crainte, en fait. C'est que derrière tout ce mot, au fond, libération, il y a comme un effet de mode qui est en train de prendre, quoi. Et cet effet de mode fait que moi, je vois chaque semaine des dirigeants qui nous appellent ou qui viennent nous voir et qui sont quasi dans comment il faut faire, quoi. C'est quoi les recettes? Donne-moi les 10 bonnes recettes pour libérer mon entreprise. Bientôt, ça va être les 10 bonnes recettes pour vivre l'autogouvernance, la plénitude, quoi. Et donc, en fait, ce qu'on assiste un peu, et vraiment ce qui met de la crainte et de la colère, c'est parfois un petit peu, c'est le prêt-à-penser, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on va oublier de penser pour essayer d'aller chercher des recettes. Or, et on va en parler sûrement, vivre un tel chemin vers des équipes auto-organisées, vivre un tel chemin pour de plus en plus être soi-même, pour de plus en plus laisser le projet émerger de l'entreprise, demande pour le dirigeant et les acteurs de revisiter un nombre incroyable de choses. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, ça demande de revisiter évidemment des croyances très très fortes sur soi, sur la relation au pouvoir, sur la relation à l'entreprise. Et bref, évidemment, c'est tout sauf un kit à penser et à appliquer, quoi. Voilà. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Les cœurs des personnes bougent, il y a de plus en plus de personnes très authentiques près. Il y a beaucoup de dirigeants qui parlent encore de ça avec leur tête. Et en même temps, voilà, l'effet de mode. Parce que de tout temps, les entreprises, tu le sais bien, toi qui étais consultant, ont cherché par le empowerment, le re-engineering, voilà, bref, tout ce qu'on veut pour améliorer la performance. Je sens que les gens ne sont pas motivés, je sens que est-ce qu'on voilà, il faudrait pas faire un peu de libération. Ouais. Bon, il y a quelque chose, faisons attention que ce dont tu parles, dans 1 an, dans 6 mois, ne deviennent pas les 10 recettes pour l'aloutiser sa boîte, quoi. Tu vois. Ce serait tellement triste. Alors, tu vois, quand on te voit, puis on voit le chemin, puis on entend Burzog. Bref, voilà, il y a ça en moi, tu vois. Donc, il y a quelque chose, faisons attention, quoi. Tu vois. Parce que ça demande tellement un chemin personnel, sûrement on y reviendra dessus, quoi. Oui, donc j'ai un peu envie d'orienter un peu la conversation là-dessus. Donc moi, j'ai un peu observé ces 12
soit créateurs, soit dirigeants d'entreprise. Et on me demande souvent à quoi ils ressemblent, et en fait, je me suis rendu compte qu'ils sont très très différents les uns des autres. Il y a là-dedans des gens très introvertis, des gens très extravertis, des gens avec plein de charisme, des gens a priori pas beaucoup de charisme. Mais il y a un truc qu'ils ont en commun, c'est que quelque part, ils ont leur ego un peu sous contrôle. Et donc, du coup, ils sont capables de faire d'autres choses. Ils ont quelque part fait un peu de cheminement, certains de façon très explicite, ils ont fait du développement personnel, ou ils ont fait un chemin spirituel, certains de façon très explicite, d'autres, ils ont l'air d'être nés comme ça, ou d'être nés là-dedans, ils n'ont jamais trop réfléchi à ça, mais ils ont cette présence, cette autre façon de voir le monde, d'autres croyances très profondes, d'autres hypothèses sur qu'est-ce que c'est les autres, qu'est-ce que c'est le contrôle, qu'est-ce que c'est... Et donc je voulais d'abord voir est-ce que ça résonne avec toi, et toi qui as plus vu le chemin de certains qui se lancent dans ce truc-là, j'avais envie de t'interroger un peu sur les joies et les difficultés que ça doit être le chemin personnel d'un dirigeant qui se lance là-dedans. C'est pas seulement un truc qui arrive à sa boîte, mais c'est quelque chose de très, j'imagine, profond, qui interpelle, qui change, Comment tu vis ça, sachant qu'ils sont tous différents, mais quand même, s'il y a moyen de... Alors, je pars de l'observation de la quinzaine d'entreprises qu'on accompagne depuis quelques années sur ces chemins. Alors c'est vrai que peut-être au départ, tu vois, il y a deux types de leviers pour y aller. Tu vois, au fond, c'est comme pour nous. Les leviers qui nous font changer dans nos vies sont de deux ordres. En fait, il y a la souffrance. En fait, quand je souffre à titre personnel dans ma vie, parce que j'ai des comportements, j'ai des postures. Bref, il y a quelque chose. Parfois, l'environnement me demande si tu changes, ça va pas aller. Et parfois, il y a un autre levier, c'est le rêve, l'envie de vraiment vivre à partir de quelque chose de plus profond de soi. Et je vois au fond ces deux motivations-là, ces deux bras de levier pour démarrer en fait la transformation. Et donc les dirigeants, ce qu'il y a en commun, tous, vraiment ceux qu'on voit, c'est qu'ils ont envie, évidemment, un désir de proposer une transformation de l'entreprise, mais très très vite. Ils se rendent compte que le chemin, c'est leur propre transformation. Et c'est comme s'il y avait un processus parallèle qui se mettait à vie, en fait. Plus moi, je vais oser revisiter mes croyances, plus moi, parce qu'en fait, en toute personne, ici, on est 900, il y a une part de nous qui peut vraiment aspirer à la liberté, à lâcher du pouvoir, lâcher du contrôle, bref. Mais il y a aussi une part de nous, aussi, et qui peut rentrer en conflit avec celle-ci, qui a peur de lâcher, qui a envie de garder le pouvoir. Tu parlais de l'ego tout à l'heure. Alors ces deux parts se retrouvent très très vite en conflit dans les dirigeants, quoi. Et ils vont devoir faire une acceptation, en fait, qu'il y a une part qui a un vrai désir et une autre part qui a du mal, en fait. Et donc, en fait, c'est un vrai processus parallèle. Plus ils font du chemin, plus ils se pacifient à l'intérieur, plus les deux parts peuvent se réconcilier, plus ils osent la confiance dans leurs sensations, en fait. Dans leur capacité à ressentir, comme dirait Vincent, une sécurité ontologique. Plus il y a quelque chose, ils vont pouvoir le mettre dans la boîte. Mais en fait, il y a un parallèle absolu, mais vraiment, dans les 15 fois, que ce soit au niveau des dirigeants, des présidents, des DG, qui fait que le processus et la transformation de l'entreprise va être extrêmement lié au processus de transformation du dirigeant. Sa capacité, évidemment, tu en as parlé, à lâcher profondément nos peurs, en fait. Parce que les entreprises, tu l'as dit, sont beaucoup gouvernées par la peur, en fait. Et le jour où un peu le dirigeant peut regarder sa peur et la lâcher, pour une part, il y a quelque chose qui est absolument transformant pour l'entreprise. Et ça se fait dans la difficulté, la joie, les deux, plus l'un, plus l'autre. Alors, tu vois, tout ça, ce qui est très étonnant, c'est qu'en fait, ça génère beaucoup, au début, un enthousiasme absolument incroyable, en fait. Ça vient toucher une espérance qu'un nouveau monde est possible, en fait. Donc, il y a beaucoup d'énergie au départ chez le dirigeant, et puis au début, quand on s'est présenté aux personnes, quoi, tu vois. Et puis, quand en fait, passer tu vois, les gens viennent ici te voir, ils sont très contents, ils vont partir ravis, ils vont lire ton bouquin, ils vont vouloir y aller. Et puis très vite, ils vont être confrontés au réel. Et il y a un réel qu'on a vu vraiment dans plein de COMEX ou de CODIR, qui est le syndrome qu'on appelle avec Jacques, là, quand est-ce qu'il arrête ses conneries? Tu vois, c'est vraiment un syndrome quand, au fond, le dirigeant a amené son CODIR, voir des belles boîtes, voir vraiment, etc., appelé à lire Gates, se mettre dans la Loup, voilà, et puis que tout d'un coup, il pose un acte, vraiment, pour redistribuer le pouvoir. Et alors là, j'entends, quand est-ce qu'il arrête ses conneries? C'est en fait, les gens, ils n'y croient pas, en fait, les gens du CODIR. Et là, c'est un moment difficile qui vient éprouver vraiment ses convictions. La deuxième chose que je vois, et qui est un moment difficile, c'est qu'en fait, quand peu à peu, la vie qui est bloquée dans un organisme, peu à peu se débloque, bah la vie se décongèle, elle libère aussi une part de souffrance.
Évidemment, quand peu à peu on fait utilisation, et je pense à des boîtes qu'on accompagne, de l'advice process ou des choses comme ça, on va faire des conneries au début, quoi. J'ai vu des grosses conneries de faites. Et en fait, les erreurs qui sont faites, et la souffrance, vraiment dans les 15 boîtes, qui émerge dans les personnes qui, soit peu à peu, leur poste est en train de se gommer, soit ils ont du mal à trouver un poste, eh bien, vient éprouver vraiment profondément la conviction profonde du dirigeant. Et là, il y a beaucoup de demandes en disant « Non, c'est vraiment déjà super hein, ce qu'on a fait, hein, c'est très bien, hein, mais on peut s'arrêter là. » Tu vois ? Et là, le dirigeant, il est confronté, en fait, évidemment, à sa part qui a envie d'y aller, et une autre part qui voit, notamment au niveau du CODIR ou du COMEX, où évidemment, parce que les gens qui sont en difficulté, tu imagines bien, et tu le sais bien, c'est toutes les personnes qui ont une once de pouvoir. Dès que j'ai un pouvoir sur quelqu'un, évidemment, et que là, dans le processus où on va avancer vers ça, je vais avoir du pouvoir pour faire des choses moi, mais moins de pouvoir sur. Et ça, c'est très, très angoissant. Et ça libère beaucoup vraiment de questions vis-à-vis du dirigeant, parfois donc qui est en difficulté, qui a besoin parfois d'être accompagné, ne serait-ce que pour parler, et pour venir recontacter la puissance de son désir de faire émerger ces nouvelles organisations. Tu vois ? En tout cas, moi je peux dire, en fait, je vois une des constantes. Tu as parlé d'une simplicité et d'une humilité, ça vraiment je partage, mais il y a aussi beaucoup de courage en fait. Beaucoup de force pour garder le cap. Beaucoup de courage, ouais, et courage au sens étymologique. Hein. Le courage, c'est cœur, agir en fait. Et ça demande beaucoup d'agir avec son cœur en fait, parce que c'est très difficile. Voilà. Évidemment, ça amène plein de joie et ça libère beaucoup d'énergie. Tu en as parlé, mais sur ce chemin, moi vraiment, je peux dire. C'est très difficile. J'en vois pas un seul qui a envie d'arrêter. Hein. C'est ça. Hein, parce que ça libère tellement une sensation incroyable de vivre une aventure humaine incroyable, en fait, avec ses équipes, même si certains, évidemment, dans le chemin, souffrent ou sont en difficulté. Quoi. Ouais, ça rejoint ce que... Ça résonne un peu, toi ça rejoint avec... comme une part, je sens que les seuls qui se lancent vraiment sont ceux qui, de toute façon, ne peuvent plus faire autrement. Quand tu leur demandes est-ce que c'est du courage, donc oui, c'est du courage, mais en même temps, il y en a plein à qui j'ai demandé mais tiens, c'était quand même vachement courageux, et j'ai presque toujours la même réponse, ils me disent en fait, c'était pas si courageux que ça, parce qu'en fait, j'aurais pas pu faire autrement. Oui, alors quand il y a la souffrance, il y a le désir, oui. Ouais. Mais le courage, c'est d'agir avec le cœur, là. Ouais. Tu vas ouais. Et je crois qu'il y a vraiment aussi cette fonction de modèle du dirigeant qui ose se montrer autrement, qui ose interagir autrement, et c'est ça qui rend... Donc je raisonne tout à fait aussi avec quand tu disais quelque part, l'organisation ne peut pas aller plus loin que son dirigeant. Et tu vois, en écho, mais j'ai un souvenir, tu vois, dans l'entreprise d'une taille, un leader mondial dans le sport, on est à taille de 70 000, et on était en séminaire à Istanbul avec ce qu'ils appellent le helping team, tu vois, donc c'est on va dire le COMEX, mais qui s'appelle plus du tout comme ça, et puis on travaillait, c'est quoi le rôle d'un COMEX ou d'un CODIR dans une entreprise qui veut vivre ça. Ouais. Alors, il était 15 à vraiment dire, mais au fond, on va servir à quoi, quoi. Alors, moi, j'ai proposé, en fait, parce qu'on n'arrivait pas, parce que certains disaient, mais peut-être qu'on ne doit plus exister. Et alors, ils avaient convoqué chacun 10 personnes, en fait, de tous les pays, on était 20, 25 pays, on était 150, et j'aurais dit, mais on va demander aux gens, en fait, qu'est-ce qu'ils peuvent attendre d'un COMEX, d'une boîte de 70 000 personnes qui se lance là-dedans, en fait. Et ça a été juste dingue, je donne juste 2 exemples. Donc, ils étaient au milieu, et puis il y avait les 150 autour, et ils posent la question, mais qu'est-ce que vous attendez de nous? Voilà. Et alors, je crois que c'est un Taïwanais qui appelle le micro, qui prend... Et alors, il se met à expliquer en anglais, écoutez, mais moi, en fait, j'ai une vraie demande à vous faire, c'est de ne pas prendre une seule décision. Je vous demande de ne pas prendre une seule décision. Ne me préparez... Mais donnez-nous les conditions pour qu'on puisse prendre toutes les décisions, mais s'il vous plaît, prenez aucune décision. Je les voyais se regarder les 13, un peu mauves, un peu, là, mais ils étaient prêts un peu à des choses comme ça, mais pas comme ça. Deuxième chose, c'était une Brésilienne, je crois, qui dit moi, j'ai besoin que vous ne soyez pas une image. S'il vous plaît, faites-vous proche de moi. Alors, oui, très bien, on va te faire proche de toi. Non, mais proche de moi. Et elle a demandé, tu vois, à tout le COMEX de ce groupe mondial, tu vois, se rapprocher jusqu'à 1 mètre en disant, bah voilà, moi, j'ai besoin de vous sentir à côté de moi, quoi. C'était juste un moment dingue. Deuxième chose qu'il lui demandait. Et le troisième, et là, c'était un Français, hein, qui leur dit, écoutez, c'est juste insupportable que vous soyez au milieu du groupe, s'il vous plaît, rentrez dans le cercle. Et le COMEX, enfin, qui s'appelle pas COMEX, s'appelle Helping Team,
voilà, et bien il est rentré dans le cercle. Il dit, mais en fait, je ne supporte plus qu'en fait, vous puissiez être une instance, au fond, qui pourrait être différente de nous, rentrer dans le cercle. Voilà. Juste pour dire, en fait, ça nous amène sur des chemins juste incroyables, en fait, hein, quand on s'engage là-dessus. Hein, voilà. C'est vraiment une aventure humaine. Une aventure humaine et qui ne peut pas être planifiée dans l'esprit de la raison d'être révolutionnaire. Tu ne peux pas planifier une aventure comme ça. Tu ne peux pas planifier ça. Tu ne peux pas dire, on va commencer par l'advice process et puis on va mettre la résolution de conflit, puis on va faire un truc de plénitude un peu. Hein, pour, ça marche pas comme ça. Non, ça c'est pas possible. J'ai juste une dernière anecdote. C'est dans une entreprise d'ingénierie, un grand groupe français là. Ça fait 3 ans qu'on est en chemin. Et il y a 15 mois en fait, le CODIR s'est rendu compte qu'il fallait réorganiser toute l'entreprise en fait. Et il faisait un magnifique chemin d'authenticité. Et en fait, un jour ils ont dit au DG, mais écoute, on a besoin d'aller en séminaire, mais sans toi. On t'enverra un petit SMS quand tu pourras venir. Il m'appelle, il dit Christophe, tu crois? Ils partent en séminaire à 23h en disant pas encore, hein, tu ne reviens pas encore, reviens à 10h demain matin. Et en fait, le lendemain à 10h, il lui annonce en fait qu'il démissionne collectivement. Et j'ai assisté, mais vraiment de mes yeux, on était voilà, 900, comme ici, où le CODIR en fait a démissionné devant les 900 personnes. Pas, évidemment, il ne sortait pas de la boîte, mais pour dire voilà, il y a une réorganisation incroyable à vivre, et on sent bien que si c'est nous qui la faisons, notre ego va chercher d'abord les places pour nous. Et donc ils ont démissionné, et ils ont proposé aux 900 personnes de se réorganiser en totale façon autogouvernance pour pondre en 4 mois une organisation qui serait plus évolutive, plus agile. Ouais. Et ça s'est exactement passé comme ça. Et ça a fait 16 mois, 18 mois. Tu vois. Donc juste, ça ne peut pas être planifié. Tu ne peux pas planifier ça. Ça c'est juste incroyable. Quoi. Ouais. Voilà, il y a tout un cheminement, hein, bien sûr. Tout un cheminement. Génial. Bon, je vous souhaite le plus possible dans la salle de vivre ça.